C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudouha du meilleur article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudouha, nous avons besoin de votre soutien. Bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme tous les mercredis. Bonne année puisque c'est le premier numéro de l'année 2022. Je vous souhaite la bienvenue à vous et aussi la bienvenue à nos invités. Smaïl Almas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Mohamed Iwanouren, journaliste, merci d'être venu. Merci. Maître Abdrani Badi, avocat, merci d'être venu aussi avec nous. Alors, c'est la tradition. On commence toujours par l'image de la semaine. On va vous laisser quelques secondes pour réfléchir encore, Smaïl Almas. On commence avec vous, Mohamed Iwanouren. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Bon, j'ai du mal à choisir entre trois images déjà. On a du mal à trouver une. Monsieur Almas aimerait une seule, si vous permettez. Tu vois la mèche. L'image du jeune hirakiste handicapé qui a été condamné ou interpellé à Borj Bareri, c'est ça. Donc, un citoyen comme ça, assis sur une chaise roulante, c'est pas la première fois qu'il soit interpellé, ce jeune Ben Chelouch, c'est ça. Et ça renseigne un petit peu de la situation où on est, la situation où un État qui condamne, qui a peur même des handicapés pour sa sécurité, pour sa stabilité, c'est un État qui est vraiment, je ne dirais pas seulement un État faible, mais un État en danger. Maître Badi. الإيماج كانت زندي الرحال خرج هذا الأسبوع محكمة باب الواد. محكمة باب الواد عطاوه 6 شهور حبس غير نافذ. الصورة نتاعو هو في لقاء مع بنته يعني بعد أشهر في الحبس. صورة تعبر على معاناة أسر سجناء الحراك يعني ما يعانيه أبنائهم، ما تعانيه زوجاتهم، ما تعانيه أمهاتهم، ما تعانيه أسرهم. يعني النظام هذا يعتقد بأنه يسجن الشخص لفكرة وهذا هو في اعتقاده، لكن في النهاية هو سبب مأساة لأسرة كاملة. أسرة كاملة تعاني، ربما الجيران الأقارب كلهم يعانيوا. وهذا صورة زندي الرحال مع بنته وهو يلتقي معها بعد أشهر من الحبس، في الحقيقة كانت صورة مؤثرة جدا بالنسبة للجميع اللي كانوا حاضرين في لقائه مع البنت نتاعو بعد أشهر وراء الحبس الوقت. أعتقد بأنها صورة تكررت كثيرا مع مالك رياحي وسعيد رياحي. صورة كنا نشوفوها مع الآباء، مع الأمهات، مع الأبناء، مع الزوجات، وهذا ربما يعطي انطباع على ما يسببه هذا النظام من حالة نفسية مرهقة للأسر. Mais Zindine El-Hal a été condamné à 6 mois avec sursis. نعم. هو كان ديجا في السجن منذ هو حوالي تقريبا 8 أشهر يعني وهو قضاء تقريبا مدة 8 أشهر. وكيكون هناك تعويض؟ ما يكونش هناك تعويض لأنه الإدانة تكون كافية لرفع أي حق في التعويض، لأنه تبقى مسألة جعل العقوبة غير نافذة هي تقديرية، يعني الإدانة موجودة حتى وإذا كانت غرامة وأنت قضيت سنة حبس أو سنتين أو 10 سنوات، بمجرد أن يحكم عليك بغرامة تحصلت على إدانة فلا يمكن حصول تعويض. لكن ما زال الاستئناف بالنسبة لزين الرحال إذا تحصل على البراءة في الاستئناف وما كانش هناك طعن من حقه أنه يطالب بالتعويض. Monsieur Almas, vous avez eu beaucoup plus que 5 minutes pour trouver l'image de la semaine. Oui, non, mais il y a tellement de choses qui marquent, à vrai dire. Hein. Mais on essaie toujours de chercher celle qui marque le plus. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la réaction que j'ai dû croiser sur un des médias d'une institution publique d'État, hein, qui, suite au rapport de la Banque mondiale, qui disait que ce rapport défaitiste est dû aussi à
à cette ferveur qu'il y a eu après le succès de l'équipe nationale B à la Coupe arabe. Donc c'est cette ferveur et cette euphorie ont fait que la Banque mondiale soit jalouse de ce succès et bien sûr pour nous pénaliser, ils nous ont sorti un rapport un peu pessimiste. Et j'ai été très déçu parce que, autant qu'Algérien, autant que peut-être technicien en économie, moi, on répond à un rapport comme ça de façon technique. Quand vous avez affaire à un constat technique, la réponse doit être technique. Nous avons normalement suffisamment de techniciens en Algérie pour concocter un rapport de qualité qui reflète vraiment, réellement le niveau de nos universitaires. Mais j'étais vraiment déçu par ce genre de réponse à un rapport d'une institution internationale qui n'est ni de près ni de loin concernée par ce qui se passe en Algérie, ni par ce qui se passe en coupe arabe ou en coupe... La réponse qui a le plus choqué, c'est celle de l'APS, qui est une véritable... On est habitué à cela. On en est habitué. Écoutez, pourtant, quand on voit le rapport, on se dit que c'est un rapport tout à fait classique. On va parler de ce rapport de la Banque mondiale au sein de cette émission. C'est déjà le premier numéro de l'année 2022. Et nous voulions commencer par vous poser la question, comment est-ce que chacun d'entre vous voit l'année 2022 ? Quelle sera l'année 2022 en Algérie ? Est-ce que vous êtes positif ou négatif ? On peut commencer par le volet, évidemment, qui nous attire le plus, c'est le volet de la répression, Al-Qama, avec la poursuite des arrestations, notamment 2 arrestations à la Rouad aujourd'hui signalées par Maître Ahmin. Est-ce que vous êtes optimiste concernant le volet de la répression en Algérie ? Est-ce que ça peut être comme en février 2021, l'année des libérations, l'année de l'apaisement, Mohamed Ibn Oran? À mon avis, tant que le régime peine à trouver des solutions à la crise de légitimité, parce qu'il croit toujours régler la crise de légitimité par la force. Tant qu'il n'a pas réglé, il ne la réglera pas, je ne pense pas qu'il va faire machine arrière dans la répression, sauf changement de rapport de force. Voilà, s'il y a retour du Hirak peut-être qui va l'obliger à arrêter la répression, s'il y a pression internationale, etc. Mais le régime tel on le voit depuis 2019 à ce jour, et il n'a que la répression comme moyen de se maintenir, de contrôler la société. Maître Badi. شوف أنت تكلمت على أنه في 2021 في البداية كان هناك نوع من التهدئة، وكان أنا عمري ما آمنت منذ يعني أعتقد 2 جانفي 2020 نهار كان إفراجات أعتقد على أكثر من 70 شخص ربي يرحمه. لحظة بورقة حكيم عداد. أكبر عدد كان من الإفراجات يعني بعد سجن الحراكيين ابتداء من جوان 2019 بدأت أول المتابعات. كان بداية الإفراجات، الحملة الأولى تاع الإفراجات كانت في 2 جانفي 2020 وكانت في جويلية 2020 وكانت في فيفري اللي استفدت منها أنت فيفري 2021. هذا أنا بالنسبة لي ما راهوش تهدئة من طرف النظام، هذا خبث من طرف النظام، لأنه عندما تفرج عن الأشخاص ولا تفرج عن الحريات فأنت تراوغ، أنت تخادع المواطن الجزائري وتوهمه بأنك تمن عليه حريته، وهذا مشكلة حقيقي. ودائما يخلي البعض عمره ما فرج على الجميع وعمره ما اعترف وقال بأني ظلمت هذا الناس وبلاني تجاوزت في حقهم، لأنه الإفراج في إطار التهدئة إذا ما تبعوش الاعتراف مع الاعتذار مع فتح الحريات جميعا والتعهد بعدم الاعتداء عليها والتعدي عليها مرة أخرى، هذه مراوغة وهذا خبث وهذه مناورة لا يمكن أن تفسر على أنها تهدئة. لما نفسرهاش على أنها تهدئة، نفسرها على أنها مراوغات لمحاولة إظهار فاتورة حقوقية مخففة على ظهر النظام. حوس يعطي انطباع أنا ما عنديش 300، عندي 100 برك محبوس، عندي 70. شاك فوا يشوف الفاتورة طلعت يبدأ يحب ينقص ينقص الدين على روحه. هذا يفكر النظام. اكتسب تجربة من التسعينات، الآن يحاول يوظفها بشكل فيه كثير من الخبث
وفيه كثير من الحيلة وما حاش تقدم شيء للجزائر، بالعكس هي تسيء للوطن وتسيء للجزائر. D'ailleurs, le Haut Conseil de sécurité s'est réuni. Je pense qu'il est toujours en réunion sous la présidence d'Ahmed Tebboune. On ne sait pas si peut-être il y aura des décisions dans ce sens. On ne connaît pas exactement la raison de la réunion de ce Haut Conseil de sécurité. Et vous, Monsieur Lamas, est-ce que vous êtes optimiste concernant les détenus, concernant la répression? Est-ce que 2022 sera une année avec plus d'apaisement? Objectivement, il n'y a rien de changé dans la politique de ce pouvoir, ce qui fait que je ne vois pas d'apaisement durant les prochaines semaines ou prochains mois, pour la simple raison que le changement d'optique ou le changement d'outil de gestion de ce pays sur le plan politique doit répondre à un schéma, un nouveau schéma politique, un nouveau, disons, projet politique. Donc, il n'y a pas de nouveauté au sein du pouvoir, il n'y a pas une nouvelle approche. Le seul outil utilisé par le pouvoir, c'est l'outil répressif. Donc, il n'y a rien de changé. Donc, si on parle de nouveauté, si on parle d'apaisement, cela doit s'appuyer sur une nouvelle politique. Et là, je pense que ceux qui dirigent ce pays ne sont pas encore prêts à aller vers une option plus apaisante ou une nouvelle option qui passerait forcément par déjà la libération de tous nos détenus, l'ouverture des libertés, et bien sûr, tout cela s'annonce. Ça ne se fait pas dans la discrétion, dans les coulisses. Cette nouvelle dynamique, cette nouvelle approche doit passer par un effet d'annonce, doit passer par des négociations peut-être, doit passer par une certaine ouverture qui donnerait la chance à cette politique d'apaisement. Mais sinon, je suis désolé de le dire, mais je ne vois rien de nouveau. Il faut juste préciser que depuis le 19 février 2021, il n'y a pas eu de libération de détenus d'opinion en Algérie, y compris pendant le 1er novembre. C'est-à-dire que même l'amnistie n'a pas touché les détenus de Hera qui sont plus de 300 aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, Mohamed, qu'il y a une manière juste de réduire le nombre, mais sans libérer tout le monde pour les garder sous la main? Oui, à chaque fois, toutes les mesures d'amnistie qui ont été déjà prises auparavant ont touché un certain nombre de détenus, mais pas d'autres. Parce qu'à chaque fois, en général, c'est ça, en général, c'est les condamnés, ceux qui ont des condamnations définitives. Sinon, à chaque fois, on libère une dizaine, une vingtaine, ou là où on laisse toujours un nombre pour donner l'impression que le pouvoir est fort. Parce que le pouvoir pense toujours en termes de force et faiblesse. Donc s'il libère tout le monde, il croit que les gens vont prendre ça pour un geste de faiblesse de la part du pouvoir. Donc il garde toujours un certain nombre de détenus pour dire qu'on est toujours là, qu'on est fort, qu'on contrôle la situation. Il libère. D'ailleurs, l'expression Tebboune dans la dernière mesure d'amnistie envers les التحرير والإطلاق سراح معتقلين مساجين parce que l'accusation المدانين في إطار المساس بالمصلحة الوطنية etc. Donc c'est-à-dire vous êtes condamné, vous êtes coupable, mais معليش on vous pardonne, on vous libère. لا هذه المرة في العفو الأخير، العفو الرئاسي الأخير بالعكس جاء 2021 لا الأخر العفو الرئاسي اللي يشمل القانون العام بالعكس ما مسش نشطاء الحراك وزاد استثناء المتهمين المسجونين المتابعين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وتقريبا كل المسجونين تاع الحراك دايرين لهم هذا راتيك 79 دايرين لهم المادة 79 تقريبا أنا نقول بالك حوالي 98% دايرين لهم تهمة المساس بالوحدة الوطنية والمرسوم اللي جا يستثني تهمة المساس بالوحدة الوطنية حتى إذا كانت العقوبة نتاعك التهمة نتاعك نهائية وعند العقوبة نتاعك نهائية وعندك تهمة المساس بالوحدة الوطنية ما استفادش من تخفيف العقوبة. معناها الحدة أو تفكير النظام في قمع الحراكيين حتى بعد أنه يكون عندهم إمكانية من الاستفادة من العفو مع جماعة القانون العام
استثناوها لهم في العفو الأخير، وهذا يعطي انطباع بأن الحدة تاع النظام في التعامل مع سجناء الحرك في إطار العفو أو في إطار تدابير خاصة، أعتقد أنه انصرف إلى توجه آخر. Alors, maître, on profite de votre présence. Aujourd'hui, c'était le procès de notre confrère Hamid Roumarassa, qui a été reporté pour la 3e fois au début du mois de février 2022. Mais aujourd'hui, c'était aussi un des procès de Mohamed Ben Abdallah, Mohamed Abdallah, l'ancien gendarme. وانت تأسست مع الأستاذ عميروش باكوري والأستاذ مصطفى بوشاشي في حق محمد عبد الله، وهل التقيت به؟ ما هو نوع القضية أو القضايا؟ باسكو كاين بزاف قضايا. طبعا محمد عبد الله احنا بدينا الملف هذا الأسبوع، يعني باش هو عنده عدة ملفات. أنا أول مرة نتأسس هو اليوم في هذا أول ملف. كان ملف فات اعتقد الاحد الماضي مأجل لو 23 مأجل 23 جونفي، هو عنده عده ملفات. احنا خذينا ملفات محمد عبد الله بعد الاتصال من طرف الزوجه نتاعو اللي طلبت منا باش نكونوا فريق دفاع يدافع على زوجها اللي كما ذكرت انت عنده عده ملفات بما فيه المتابعه امام المحكمه العسكريه. اعتقد انه عنده ملفين امام المحكمه العسكريه، عنده ملفات فيها جنح، عنده ملفات فيها جنايات، عنده ملفات فيها معارضه، عنده ملفات ما زالت قيد التحقيق. اذا فمحمد عبد الله الان احنا خذينا الملفات نتاعو بدايه من هذا الاسبوع، راح نشتغلوا بهدوء على ملفاته، ان شاء الله تكون نتائج لصالحه، خاصه وان الشاب هذا هو في كثير من الملفات اعتقد بانه كانت عباره عن كتابات، عباره عن فيديوهات. ما نظنش باللي انه كان يستحق كل هذه المتابعات اللي تراكمت عليه وصارت حتى تهدد حياته تماما، خاصة وأنه الآن راهو عدد كبير من المتابعات إذا شملته أحكام ثقيلة. أعتقد بأن الأمر راح يكون يعني خطير، رغم أنه في طابع الملفات هي قلت هي عبارة دائما عن كتابة وفيديوهات، ونفس التهم اللي مثلا كنا اليوم في محكمة بيرموند رايس هي عرض منشورات للجمهور والإهانة نظامية تقريبا. الواقع كم تعود قبل الحراك، يعني في وقت بالقصير ونوبة مناد وبوسطيلة إلى آخره، وقت العصابة. كاين ملفات مختلفة في أوقات مختلفة. احنا ما باش نقول بأنه دققنا في كل الملفات، هذا أمر يعني، لكن طبيعة النشاط نتاعو هو كان ينشط خاصة على منصة اليوتيوب وعلى منصة فيسبوك، فطبيعة نشاطه كانت عبارة عن فيديوهات أو كتابات. يعني هذا هو مجال التحرك نتاعو، وهذا هو المجال الذي تمت متابعته من خلاله، ما عدا القضية اللي نتابع فيها أمام المحكمة العسكرية اللي نتمنى أنه تبرمج بعد ما دار معارضات، تبرمج في وهو حاليا الآن في السجن العسكري. نعم، هو تاع بليدة في المحكمة العسكرية تاع بليدة، وإحنا حنشتغلوا على الملف العسكري من المحكمة العسكرية كذلك. وفيما يخص زميلنا حميد غمراسة الذي هو متابع من أجل مقالات صحفية. حميد غمراسة يعني الملف تقريبا يرجع إلى مقالات مع الحراك، مع بداية الحراك. توبع بعرض منشورات من شأنها الإضراب بالمصلحة الوطنية، المادة 96 من قانون العقوبات، وإحنا هذا حز في نفسنا واعتبرناه بأنه أمر خطير، لأنه صحفي آخر يدرج ضمن لائحة المتابعين والمتهمين والمحاكمين بجنح الصحافة. حميد غمراسة يتابع على مقال صحفي، وهذا خرق آخر يقوم به النظام الجزائري، وفيه اعتداء صارخ كذلك على الدستور، على المواثيق الدولية، على عمل الصحفي كما حدث مع الكثير من الصحفيين من بينهم أنت. هذا يعطي دلالة بأن اللي كنا نتكلموا بأن حرية الصحافة تقريبا راهي منعدمة بمجرد أنك تزعج منظومة الحكم، أنك تزعج السلطة، تجردك من صفة الصحفي أو متى شاءت. يعني كي تحب هي ما تطبقش عليك قانون الإعلام ما تطبقوش عليك، رغم أنه الصحفي يتطبق عليه قانون 2012 المتعلق بقانون الإعلام بكل وضوح، لكن أحيانا هما كي تنفع لهم ينزعوا لك قبعة الصحفي ويعطيوك حتى قبعة الخائن، لأنه عندما نتابعوا صحفيين بالمساس بالوحدة الوطنية أو مواطنين
احنا هذه المساس بالوحده الوطنيه بينها وبين الخيانه، نعتقد بان هذه منظومه اللي ترقد وتنوض تقول للجزائريين انتم مسيتوا بالوحده الوطنيه، بكل بساطه تقول الصحافي انت مسيت بالوحده الوطنيه، انت مسيت بالمصلحه الوطنيه. حميد غمراسه الان يعتبروه مس بالمصلحه الوطنيه، رغم انه ادى في الصحافه اكثر من ربع قرن، أكثر من 25 سنة، وحميد غمراسة يقوم من الصحفيين الأكفاء في الجزائر، من الناس اللي يقدموا أشياء عظيمة للصحافة الجزائرية. يعني أنا بكل بساطة بجرد قلمك مسيت بالمصلحة الوطنية، وكأن المصلحة الوطنية هذه صار نظام هو اللي يقدرها هو اللي يوزنها للأسف. Ismaël Almas, aujourd'hui, les autorités n'ont plus peur d'arrêter les journalistes pour un travail journalistique. Hamid Romarassa pour 2 articles de presse. Noureddin Nasrouch de l'Ouatan pour un éditorial sur l'expérience démocratique chilienne. Pourquoi est-ce qu'on a autant peur des journalistes et pourquoi aujourd'hui le journaliste algérien n'a aucune protection? Je profite de l'occasion نستغل هذه الفرصة باش يعني نحييو كل معتقلين تاعنا والعائلات تاعنا، وإن شاء الله ربي يطلق سراحهم في أقرب وقت. Concernant la fonction de journaliste, je crois que ce n'est pas nouveau. Je me rappelle du cas de Benchico et d'autres. Autant de cas sous l'ère de Bouteflika. Il a eu 2 ans de prison quand même, oui. Hein, donc c'est pas rien du tout. Hein. Donc là c'est normal, c'est un signe de faiblesse de la part du pouvoir. De toute façon, à chaque fois, ça a été le cas. Hein. Les premières victimes ont toujours été les journalistes hein, chez nous. Hein. Donc, c'est les premiers, enfin les journalistes honnêtes, les journalistes consciencieux, les journalistes professionnels qui font bien leur travail, qui reproduisent la vérité, rien que la vérité. Donc, ce qui fait que ça a toujours dérangé. Ça a toujours dérangé et on a vu le cas de pas mal de journalistes. Aujourd'hui, je pense que ça va être encore une série de pas mal de journalistes qui vont être très maltraités, préoccupés, enfin maltraités par le pouvoir parce qu'il y a encore des journalistes qui n'ont pas été domestiqués par ce pouvoir. Et du coup, pour eux, il y a des personnes qui leur échappent. Et chez nous, ça ne passe pas, il n'y a pas de demi-mesure. Ou on domestique tout le monde, donc là, je pense que le cas de Khaled, de Romaracine et d'autres journalistes, ce n'est qu'un prélude, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend si, bien sûr, ce pouvoir ne se rend pas compte, il est dans la mauvaise direction, qu'il doit opérer autrement et aller vers une autre approche. Vous êtes très engagé dans la défense de nos confrères, les journalistes. Melzour Touati, condamné à 1 an de prison ferme, et tout de suite incarcéré à Ravdaya. Le cas de Hamid Romarassa, Noureddin Nasrouch, Khawla Medjani pour avoir parlé du mauvais état de la route. Quelles réponses peuvent donner aujourd'hui les journalistes à autant de mépris? Non, je pense que les journalistes sont responsables de la situation actuelle. C'est l'absence d'organisation, l'absence de réaction des confrères qui fait que le pouvoir avance de plus en plus dans la répression des médias et des journalistes. Vous avez cité le cas Benchico. Oui. C'était un début. C'est le cas emblématique de la Bouteflika. Jusqu'à Benchico, le pouvoir quand même faisait beaucoup attention du moins à son image envers l'extérieur surtout. Il ne touche pas aux journalistes. Depuis l'arrestation de Benchico et la division qu'on a vue à cette époque-là vis-à-vis de ce dossier, beaucoup de journalistes ont hésité. Il y avait des journalistes qui m'ont contacté personnellement me demandant de ne plus écrire sur Benchico parce que Benchico faisait ça et ça. Je ne voulais pas les écouter. On était vraiment peu nombreux à continuer à soutenir Benchico à l'époque. Et c'était là le virage. Je pense que c'était là le tournant, le virage qui a permis par la suite au pouvoir ensuite d'avancer petit à petit dans le sens inverse aux acquis d'octobre 88. Disons depuis octobre 88, tous les acquis démocratiques, tous les acquis concernant la liberté de la presse, la liberté d'expression d'une manière générale, on a commencé à les perdre une à une par la suite. Alors on a parlé du volet de la répression, il y a aussi
le volet important, pas sur que l'économie, mais le volet politique. On a remarqué l'absence de Ramtal Mamra depuis plusieurs jours sur le volet politique. Il a fait son apparition aujourd'hui. Il y a beaucoup de rumeurs, notamment sur un remaniement ministériel. Il y a la position du Premier ministre qui a dit du bien du rapport de la Banque mondiale. Est-ce que vous considérez qu'il y a une entente gouvernementale? Est-ce que tout va bien sur le volet politique ou est-ce que ça va mal en ce début d'année? Écoutez, hein, si on se réfère sur ce qui se passe sur le plan économique et politique, on se dit que rien ne va au sommet du pays. Sur le plan social aussi. Oui, l'économie, c'est le social, c'est les répercussions de l'économie qui touchent le social, effectivement. Donc, je pense qu'il y a un désordre qui est flagrant au sommet du pays. C'est ce qui explique un peu les décisions et les contre-décisions, cette instabilité dans les réglementations, ces approches différentes en matière économique, etc. Donc, ce qui fait que je pense que là, on s'attend à un rééquilibrage de l'équipe, de l'exécutif, hein, parce que c'est très coloré. Ça veut dire un remaniement ministériel? Moi, je parlerais plutôt d'un changement de gouvernement, carrément d'un changement de gouvernement. D'ailleurs, même la réaction du Premier ministre démontre bien qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui se fait, notamment concernant ce rapport de la Banque mondiale. Là où on voit beaucoup de divergences, quand on voit des officiels et des membres du gouvernement qui critiquent le rapport de la Banque mondiale, alors que leur premier responsable, notamment au sein du gouvernement, dit tout le contraire. Donc là, on voit qu'il y a un malaise sérieux, et en plus de cela, on s'attendait quand on voit que un gouvernement composé d'hommes du président et quelques proches du Premier ministre et proches peut-être des militaires, etc., on voit qu'on ne peut pas avoir une harmonie au sein d'une équipe, alors que la réussite d'une équipe gouvernementale passerait forcément par l'harmonie et la cohésion des différents membres de l'exécutif. Moi, je pense qu'il doit impérativement y avoir un grand remaniement, peut-être un changement de gouvernement pour supporter et absorber toutes les crises qui s'annoncent. Il y a des crises sérieuses, des crises au niveau économique, il y a le pouvoir d'achat qui recule, il y a les retraités qui m'ont appelé hier pour dénoncer ce qui se passe, dénoncer le pouvoir qui leur a promis plein de choses depuis février 2020, hein, un réajustement à l'augmentation à les retraités, etc. Ils avaient plus de 9 mois, il n'y a aucune action ou réaction de ce pouvoir quant aux promesses faites pour nos retraités. Les retraités souffrent chez nous en Algérie. Et il y a la grève aujourd'hui des greffiers dans les palais de justice, d'ailleurs, qui n'est pas médiatisée. Il n'y a pas que ça. Et moi, je m'attends à beaucoup de grèves. Beaucoup de grèves. Écoutez, hier, j'ai été pour acheter le lait, il n'y a pas de lait. Il y a des pénuries. L'huile maquinche, il y a plein de pénuries qui s'annoncent. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est pas qu'on est pauvre, là, c'est un pays pauvre. Non. Il y a une désorganisation au sein du service, du ministère du Commerce, qui a interdit l'importation de la poudre de lait. Ils ont interdit l'activité importation a été gelée pour essayer de réussir à équilibrer un peu la balance commerciale. En parallèle, maintenant, il y a des entreprises qui se retrouvent sans matière première pour tourner leur appareil de production. Eh bien, ça se répercute sur la disponibilité des produits sur le marché. Et du coup, on se retrouve avec des pénuries, on se retrouve avec un pouvoir d'achat très, très, très touché par la dévaluation du dinar, par le chômage. Il y a un taux de chômage important qui s'inscrit, qui se dessine depuis 2018. Il y a le recul à la dépense publique, il y a le recul ou absence d'investissement. Il y a même M. Tebboune qui le dit. Il a dit à une de reprises, mais c'est normal, mais يجيوش المستثمرين راك بلاد تاع لي سكوندال كيفاش انت راك تدخل راك ديت الجزائر كل الحباس السراقين وكل اللي يستاهل يلزم يروح الحبس على كل حال ادخلهم عند الارهاب الاداره ارهابيه والبيروقراطيه ارهابيه ولي جون اللي يحلفوا يروحوا الحبس اللي ما يروحش الحبس يرمي روحه في البحر اللي ما راحوا في البحر جابوا لهم الكوكايين ولا ماشي بور كونسومي دونك ومن بعد تقول لي لازم يجيو يستثمر شكون يستثمر Alors, c'est pour ça que je dis, moi, ce que je dis, c'est plus grave. C'est-à-dire, il faudrait qu'un responsable, quand il est responsable, il y a un foucher d'ar. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui écoute, tout le monde, tous les diplomates, tout, etc. Et le peuple,
Enfin, une partie, moi je ne les écoute plus, mais une partie du peuple qui écoute les interventions des officiels. Donc, un officiel, quand il parle, les répercussions de chaque parole doivent être. Et chaque mot est pris en considération, ce qui fait que sur le volet économique, il y a des facteurs qui sont intéressants, il y a des paramètres qui sont intéressants. Il y a l'augmentation du pétrole. Pour nous, c'est bon. C'est-à-dire 2022. Pourquoi? Parce que l'économie, elle est basée sur le prix du baril. Si le baril est bon, eh ben, tout va bien, on va continuer à importer la banane. Et en ce moment, le baril est bon. Mais oui, pour le moment. Pour livraison en mars. Mais après, et si le baril qu'est-ce qui va se passer? Donc, on est dans des incertitudes. Je l'ai dit sur le Watan il y a 3 jours. C'est l'incertitude. L'économie algérienne est très fragile. Pourquoi elle est fragile? Parce qu'elle dépend, elle repose sur une richesse qu'on ne contrôle pas. Voilà, donc ce qui fait que les discours de diversification, tout ça, il faudrait passer du virtuel, du discours, vers du concret. Et le concret ne peut se faire, l'amélioration de la situation économique, la diversification ne peuvent se faire, les changements, sauf dans une seule condition. S'il y a la confiance, et la confiance dit la légitimité, dit le règlement de la politique, dit le règlement de la crise politique. Est-ce qu'il y a la confiance اليوم؟ هل هناك مشكل ثقة؟ وهل الجزائر بحاجة إلى حكومة جديدة؟ لكن الجزائر فيها إقلاع اقتصادي فيها إقلاع اقتصادي وجزائر جديدة على ما كانش ثقة. شوف الخطاب السياسي اللي ما فيش إقناع وما فيش أشياء ملموسة في الواقع. كي تتكلم على حريات ما يلمسهاش المواطن، وكي تتكلم على تعددية حزبية ما هيش موجودة في الحقيقة. هناك رئيس حزب في الحبس وفتحي غراس. رئيس حزب في الحبس، وكانت الوزارة حنون من قبل في الحبس، وكان كريم طابو في الحبس. هذو كلهم يعني ناس معروفين في الساحة السياسية. محامي زميلنا في الحبس، صحفيين كثير دخلوا الحبس. انت في النهايه تقول بلي الحريات مليحه واحنا من احسن الدول، وتعتقد بان العالم راه ينظر لك بهذه الصوره. العالم لا يحترم الناس التي لا تحترم شعوبها بكل بساطه. العالم ما يحترمكش. الشعوب الان اللي تقدم دروس الديمقراطيه حتى في مناهضه المشاكل الصحيه. تشوف ان بعض الشعوب لدرجه انها بلغت وعي كبير في الحريه ما قبلتش مسائل الاغلاق، لانها فطمت بالحريه وقامت على الحريه. احنا الان ما زلنا نسوق الى مصطلحات المواطن والناس قاعد تعرف بانها مصطلحات كاذبه ولا اساسها من الصحه وما يمكنش اسقاطها على الواقع. تتكلم على اقتصاد واقلاع اقتصادي، وانت الجميع يعلم بانك انت كل اقتصادك، انا ما نتكلم هنا تحت الرقابه تاع الاستاذ سميع الماس، الاقتصاد الجزائري كله مبني على ريع بترولي، ما كان حتى حاجه اخرى في الاقتصاد. تتكلم على السياسه انت غالق كلش في المجال السياسي. تتكلم على القضاء الجميع يعلم، حتى وزير العدل طلع عبد الرشيد الطبي قال لك المواطن يدخل للقضاء، يدخل للمحكمه ما يعرفش هل سينال حقه يرجع ما يرجعش. هذا الثقة اللي تتكلم عليها خالد، المواطن ما عنده ثقة لا في القضاء لا في الحكومة لا في السياسيين لا في فقدان ثقة. هذه نتيجة تراكمات لسنوات من الكذب، سنوات من زراعة الوهم، سنوات من محاولة تخدير عقول الناس بأشياء يعني براقة فقط في التسميات وفي العناوين الكبرى بأن هناك ولا هناك. لكن بعد سنوات بداوا في 2019 يتكلموا على الجزائر الجديدة، رانا في 2022 راهي خيرك يا ربي. سنوات أعطيني حاجة ملموسة في الواقع. بالعكس انتهاكات لا تعد ولا تحصى، وضع اجتماعية ترد أكثر. نتكلموا على إضرابات فئوية متعددة. هناك بؤر توتر اجتماعية واسعة ستنتشر نظرا للأزمة الاقتصادية. أنا نتكلم مثلا الآن، أنا عندي بناتي يقراوا في الثانوية، لحد الآن ما تحصلوش على نتائج الفصل الأول، لأن هناك إضراب ناعم يقوم به الأساتذة عن طريق الكنابس. هناك إضراب الأساتذة مسكوت عنه في عدم تقديم نتائج
للإدارة، نتائج تلاميذ لم يتحصلوا ندخلوا في الفصل الثاني وما تحصلوش على نتائج الفصل الأول، لأن هناك كثير من الأساتذة مضربين عن طريق عدم تقديم النتائج للإدارة، وهذا أمر خطير. يعني الأب الآن ولي التلميذ لا يعرف مستوى تاع الدراسة تاع الابن تاعو في الفصل الأول، وهذه مشاكل لا ما نسمعوش فيها في الإعلام. تكلمت على إضراب الكتاب بالضبط، ولا وسيلة إعلامية تتكلم عليها، مسكوت عنها، وهذا في الحقيقة يدخلنا في واحد الدوامة صعب جدا أن نخرج منها. On peut dire aussi que les pénuries et les grèves existent dans tous les pays du monde, mais pourquoi est-ce qu'en Algérie c'est particulier? Je ne sais pas si ça existe. Comment c'est géré les pénuries? Pénurie de lait, de l'huile, ou pour je ne sais pas quoi, c'est ça. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous, les pénuries, c'est un phénomène qui n'est pas normal parce qu'on l'a déjà vécu. On n'a pas parlé de la crise de l'eau aussi. La crise de l'eau. On a vécu les pénuries dans les années 80, on vit aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans après, 40 ans après, on vit le même phénomène et les raisons sont les mêmes parce qu'on les connaît. C'est toujours le problème, là, le décalage entre les prix du marché et les prix étatiques. C'est ce qui crée toujours les pénuries en Algérie. Donc à chaque fois, quand tu as les prix du marché qui dépassent les prix d'État, les prix administrés de 20 fois ou 30 fois, automatiquement tu as la spéculation. À un certain temps, le gouvernement avait besoin de régler ce problème. Il a aligné un petit peu les prix d'État au prix du marché. Petit à petit, il y a eu un peu la situation financière, la situation du trésor public qui s'est améliorée. On est revenu, encore une nouvelle fois, aux prix administrés qui sont inférieurs de 10 ou 20 fois des prix du marché et rebelote. Je pense que c'est ça l'explication. Les approvisionnements, la programmation, la planification, la compétence, c'est un tout. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais alors que approvisionner un marché repose sur une politique, repose sur une organisation, repose sur une planification, repose sur des statistiques. Personne ne peut vous dire combien de consommateurs de lait qu'il y a en Algérie, combien de consommateurs de pain qu'il y a en Algérie, Donc si vous n'avez pas de chiffres, comment vous pouvez prévoir, programmer une quantité qui pourrait satisfaire les besoins d'un marché? Il n'y a pas de statistique. Le seul truc c'est quand il est passé comme Premier ministre à l'Assemblée nationale, je n'ai pas trouvé de chiffres, je n'ai pas trouvé de statistiques. Et il n'y a rien de changé depuis. Donc sur quelle base? Attendez les réseaux de distribution. كليتو انتم الحمى 700 دينار ولا 800 دينار انا نستنى فيها انا الحب ب 700 دينار رانا كي رحت عند البوشي قال لي روح 20 روح استنى جيتي تاع نصرة تاع منا روح شريه اي لا ميم شوز. احنا نقولوا ما كاش يا بروبليم دوكسيجين، نقول لك ما كاش بروبليم دوكسيجين، بروبليم دو لي قال لك ما كاش بروبليم دو لي. Qui gère le prix de la viande, le prix de la pomme de terre, le prix de... Et un conseil des ministres pour la pomme de terre, un conseil des ministres pour le lait. Donc tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. L'un des outils de gestion de ce pays, de ce pouvoir, c'est le mensonge. Le mensonge, la râle. Et ce qui fait que j'ai rencontré un conseiller à Bouteflika. Vous ne pouvez pas lui donner la vérité de ce qui se passe في الجزائر واش كاين واش صرا. Ça va pas non. انا نطلع له مع الصباح نقول له ما كاش هذا بروبليم تاع هذا بروبليم يرميني متاعها. Alors واش يديروا les conseillers تاع les présidents général, ils rapportent tout va bien. Tout va bien monsieur le président et du coup هو يجي في النشره يقول لك حنا رانا اقوى بلد لا. Donc c'est une manière de dire que c'est pas la faute du président. Non, il est juste mal informé. Ah non, mais écoutez, s'il ne descend pas sur le terrain, s'il ne s'entoure pas de gens concrets, de gens crédibles, c'est normal qu'on va lui donner des rapports faux. Mais qui s'entoure de gens de qualité, qu'il ramène des gens compétents et des gens crédibles, qu'il fasse son travail, qu'il descende sur le terrain. Je parle des présidents en général chez nous. Il rentre sur le terrain, il rentre à l'hôpital, qui rentre à l'hôpital à minuit. Il fait une descente sans prévenir. 2 hôpitaux, même Bardouche, parce qu'ailleurs c'est pire. À minuit, il va voir où là, donc il va se corriger lui-même. Alors maintenant, tout ce qui est pénurie, etc., c'est un problème de compétence. Mais nous avions toujours eu de l'argent. Nous avons de l'argent. Finalement, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'homme.
Et c'est un problème de crédibilité, c'est un problème de compétence. La polémique de la semaine, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est évidemment le rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Algérie. Mais la plus grande polémique, c'est surtout la réaction de la presse, si on peut appeler ça presse, je suis désolé de le dire, surtout les dépêches de l'APS. La presse, la cafetière presse ou la... Oui, le café presse politique, comme chez nous. Et ce qui est choquant, c'est la manière dont l'APS, l'agence publique, a rapporté l'information. Pourquoi tant de violence contre un rapport de la Banque mondiale, Mohamed? L'APS est une agence de presse. Donc, en général, elle rapporte l'information, elle ne commente pas. Elle ne fait pas de commentaires en général. Elle peut le faire de manière professionnelle, comme c'était déjà le cas depuis sa création. Il peut faire des papiers, des dépêches de lecture. Bien sûr, lecture sur l'actuel, mais pas des communiqués. Pratiquement, la dépêche qu'on a lue, les dépêches, pas une seule dépêche, les dépêches de l'APS sur le rapport de la Banque mondiale, ce sont des communiqués, ce ne sont pas des articles de presse. Qui proviennent de la présidence. Sans signature, on ne sait pas si ça provient de la présidence ou d'une autre source, on ne nous le dit pas, parce que l'APS, les journalistes de l'APS signent avec des codes, entre eux, à l'intérieur ils savent quel journaliste qui a écrit telle ou telle dépêche, mais à l'extérieur, on ne le sait pas. Bon, personnellement, je n'ai pas cherché à savoir qui a écrit ces dépêches-là, mais en général, quand il y a des communiqués comme ça, des dépêches sous forme de communiqués, ça vient de l'extérieur. Ce ne sont pas des journalistes de l'APS qui les font. Pourquoi l'APS revient ce qui est intriguant dans le comportement de l'APS, c'est la dépêche d'hier. Parce que là, il revient à la charge après la mise au point, pratiquement, le rappel à l'ordre du Premier ministre. Donc, c'est pratiquement une réponse au Premier ministre, non pas à la Banque mondiale. Très bien. Il nous donne là l'accusé directement, l'accusé principal dans ce dossier. Avant, l'APS a accusé la Banque mondiale d'une manière générale d'avoir dévié de son rôle, etc. Et après le rappel à l'ordre du Premier ministre, qui a un peu quand même donné du sens au rapport de la Banque mondiale, il a dit, après tout, le rapport ne contient pas seulement des... Donc on va changer le PDG après la réponse du Premier ministre. On va changer. L'APS nous donne l'accusé, carrément. Après ce rapport, après la réponse. Les deux doivent partir. Mais voilà, on va changer le PDG de l'APS ou le Premier ministre. Soit c'est le Premier ministre. C'est ça la question. Logiquement, c'est ça. Voilà. أستاذ بادي شفت الجدل حول تقرير البنك العالمي؟ لا يعني أنا هذه تطرق لها الأستاذ الماس في البداية تاع النقاش، تكلم بأنه من المفروض أن هذا النوع من التقارير وهذا النوع من الأمور اللي تجي من منظمات دولية ومن هيئات ماهوش لائق أنه نردوا بهذا المستوى المتدني، يعني ماهوش لائق يعني بالبلد وبصورة البلد أنه تعطي حتى لعبد العزيز مجاهد أنه يرد على البنك العالمي. يعني من المفروض أنه هناك خبراء في الاقتصاد المفروض انك تكلفهم بالرد وبموضوعيه ومهنيه ومقاربه للواقع. Il y a eu des insultes contre le vice-président de la Banque mondiale dans une dépêche de l'APS. Bien sûr. هذا الشيء قلت بانه يسيء لصوره الوطن ويسيء لصوره البلد، من حيث تعتقد بانك انت ترفع صوره البلد وانت تتهجم بالشكل. اذا كان البنك أشار إلى وضع اقتصادي ووضع اجتماعي في الجزائر كما أشار إلى كثير من الدول، لأنه البنك هذا في النهاية ما هوش يتطرق على الجزائر بصفة خاصة، هو يتطرق على إقليميا، يتطرق دوليا لكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول. معناها تلقاه يتطرق على هندوراس، يتطرق لناميبيا، يتطرق لكل الدول في العالم، كلها يوضع عليها بعض الملاحظات أو بعض التقارير. فمن اللائق يعني حتى من ناحيه اخلاقه العمل الصحفي او من ناحيه اخلاقه العمل السياسي انه الرد يكون من طرف الاخصائيين في الاقتصاد وفي المسائل المرتبطه باسقاط هذا التقرير على الواقع. هل ممكن ان يكون هذا التقرير يقارب فعلا الواقع الجزائري الاقتصادي والاجتماعي، ام انه لا يعكس صوره الواقع اذا بالارقام وبالادله وتدحض الكذب من الحقيقه؟ اما انك انت تروح تسب المدير تاع البنك وتتهمهم بانه حتى انه اليوم في جريده الشعب قريت قال بانه كاتب التقرير، جريده الشعب تكتب بانه كاتب التقرير اللي يصدر على البنك هو مغربي. يعني هذه الدرجه من يعني شوف نزلنا بالمستوى الصحفي والمستوى السياسي كذلك،
الى كتابه مثل هذه يعني الاشياء التي ما تشرفناش بالعكس. شوف, écoutez bien, il y a eu un rapport à l'Institut mondial, la Banque mondiale. Premièrement, la Banque mondiale, c'est une institution internationale, une institution financière. Est-ce que vous pensez qu'elle a des espions un peu partout dans toutes les entreprises algériennes? Non. Et sur quoi elle se base pour élaborer son rapport? Sur des éléments d'information, les institutions d'État, les informations, comme partout dans le monde. À partir de là, elle croise les informations, etc. Et elle sort avec un rapport. Maintenant, si le rapport il a terni l'image de l'Algérie, on a l'image de l'Algérie, est-ce qu'avec les contre-rapports, tu as le pouvoir? Est-ce que ce n'est pas plus grave en termes d'image que l'image que ce qu'a fait le rapport Hada? Avec des contre-rapports Hadou, ils ont mais je sais pas que terni l'image. Quand vous insultez le vice-président à la Banque mondiale, mais où sortez vous? Où sortez le Jazair? Quand vous me dites tiens, pourquoi ils n'ont pas parlé de la pauvreté au Maroc? Oh, ils argumentent ça avec le. Mais je suis pas censé être pauvre, moi. J'ai tous les paramètres qui me disent que normalement je suis dans un pays riche. Oui, tous les citoyens doivent vivre dans la dignité. Ou alors parce qu'au Maroc, il y a des pauvres, ils disent non. Et en plus de cela, dans le rapport, si vous lisez bien le rapport, il n'est pas dit qu'on est pauvre. Et au contraire, il est dit qu'il y a eu amélioration dans l'indice de la pauvreté en Algérie de 2013 à 2019. Alors qu'est-ce qui a déplu aux autorités? Il y a, je ne sais pas ce qui est vraiment. Vous savez, la Banque mondiale a repris les éléments que tout le monde connaît. Ils ont parlé de l'inflation galopante, tout le monde en parle. Ils ont parlé du recul du PIB, tout le monde en parle. Ils ont dit que l'économie, il y a des paramètres favorables pour 2022 parce qu'il y a une croissance mondiale qui va booster la consommation des matières premières, étant donné que nous sommes fournisseurs de matières premières. Donc, il va y avoir des retombées positives. Donc, c'est la réalité. Ou alors, ça reste fragile parce que s'il y a une baisse, le pétrole, on sera touché. On va dire qu'il y aura peut-être des déséquilibres, la balance commerciale de 2022 sera négative par rapport à cette année. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la dépense publique à travers les investissements publics pour booster le chômage, pour booster un peu, pour absorber le chômage, pour booster l'économie. Donc on va dépenser plus que 2020 et 2021 en termes d'investissement. Donc on نخرجوا من دراهم باش نستثمروا. هذا يقلص من الميزانية تاعنا. Mais c'est normal. هذا ما قال, c'est tout ce qu'il y a de trucs. Maintenant, tous les éléments rapportés, ce sont des éléments que tout le monde connaît. Pourquoi travestir le rôle d'une banque ou d'une institution internationale bancaire et la transformer en outil de propagande? Voilà, ça n'a pas de sens. Le rapport. Il n'y aurait pas eu tout ce cinéma. Un rapport, qu'est-ce qu'on en fait? Un rapport, on prend ce qui est positif, on le valorise, on le capitalise et on prend ce qui est négatif, les points noirs, on les corrige pour essayer d'avancer dans le bon sens. ماشي نبداو نسبوا حنا واش التربيه نسبوا في الناس واش نسب اسكو اسمح لي عبد الغني il y a combien de pays dans ce monde? Il y a 200 et quelques, 220 ou là. 30. Donc il y a 220 ou 230 rapports chaque année. Est-ce que كاش ناس معنا بلاد يسبوا في مدير عام ولا نائب مدير عام تاع مؤسسه؟ ما كانش من هذه. Donc يكون مروكي ولا اكواتوريان ولا moi je réponds techniquement. Maintenant هاد الناس اللي مخالصين بدراهم الشعب اللي راهم في المسؤوليه يشدوا هذا التقرير. اذا كاين كذب سي mensonge, on prend les mensonges هادو قال هذا on argumente نعطيو الادله والتقنيه ونقولوا يرحم والديك هاك voilà corrigez votre rapport et ça s'arrête là. استاذ بدي أنا فقط حبيت نشير واحد النقطة. هذا حدث كذلك مع البرلمان الأوروبي، مع تصريحات البرلمان الأوروبي على واقع حقوق الإنسان في الجزائر طبعا، وآثار جدل كبير ويسبوا في البرلمان الأوروبي ما على بالهمش على الأقل بأنه البرلمان هو برلمان الشعوب، وبالشعوب اللي كانت تتكلم وليس الحكومات. يعني هذا الشيء يخفى لهم وهما يتعمدوا فقط لإثارة البروباغندا. تقرأ التقارير الدولية مثلا، التقارير الحقوقية، وأنا متابع الشأن الحقوقي، أنه التقارير الحقوقية اللي تصدر مثلا من منظمات غير حقوقية مثل أمنيستي، إذا تقرأ الوضع على الجزائر
تقدر تقرا التقرير مثلا تقرير 2020 ولا تقرير 2019 اللي كان يتكلم على وضع الولايات المتحده ويتكلم على ترامب ويتكلم على عنصريه ترامب ويتكلم على جدار المكسيك ويتكلم على حتى العنصريه اللي سبب فيها ترامب ضد السود في الولايات المتحده. يتكلموا على الولايات المتحده بشكل مفزع. تقرير امنيستي فتقارير تشير الى مثل الانتهاكات الموجوده في فرنسا ضد لي جيلي جون، يتكلم على كل الانتهاكات الموجوده في العالم. فلماذا دائما انت تشعر بانك مستهدف والتقرير هو تقرير شامل يشمل كل الدول؟ Et bien sûr, concernant la Banque mondiale, on a encore une fois accusé le Maroc. Je pense que le pouvoir il est dans le contrôle de l'information. Et ils ont tout contrôlé jusqu'à maintenant, même les rares médias étrangers qui donnaient un autre son de cloche sur ce qui se passe en Algérie, on les a pratiquement interdits. Certains médias, ils ont même été jusqu'à déposer plainte contre France 24, contre France 5, etc. Et là, la Banque mondiale, c'est une institution internationale, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas un média qu'on peut poursuivre en justice ni quoi que ce soit. Ils savent que l'information, elle est partie d'ici, elle est partie de l'intérieur des institutions, donc ils veulent, ceux qui sont censés travailler avec la Banque mondiale, d'après ma lecture. Donc, on leur demande de mentir à la Banque mondiale. Voilà, le problème est là, je pense. Je pense que le gouvernement ou les décideurs, je ne sais pas qui est derrière cette campagne-là, voulaient que le Premier ministre, les ministres, les cadres du ministère des Finances montent à la Banque mondiale. Voilà. Si 2 secondes, elle le Maroc et mal Maroc. On va en parler une fois pour toutes. Le régime marocain est un régime répressif, hein, tortionnaire, tout ce que vous voulez. Donc, de ce côté-là, on est tous d'accord. Okay, je suis en train de lire un livre sur Mamouni, le boxeur Ada, qui est le champion du monde de kickboxing, qui s'est fait torturer. Les géoles, les trucs marocains, les prisons marocaines. Donc, ça ne veut pas dire quand on parle Maroc, là, ils sont pourris, il n'y a pas de souci. Moi, on aime bien le peuple marocain, mais le pouvoir marocain, on le connaît depuis toujours. C'est pour fermer la parenthèse, pour ne pas nous complexer avec Al-Qadian. Mais je ne peux pas accepter de nous comparer à chaque fois au Maroc. Donc, il dit que le rapport qu'il y a de la pauvreté en Algérie. Ah, il y a le Maroc, il y a le Maroc. Où je دخلني أنا ولا كاين ولا ما كان؟ أنا ما نصحش يكون أنا. هذا ما كان. أنا ce qu'il y a, on sait ce qui se passe là-bas. On a voyagé, on regarde la télé, on regarde on sait ce qu'il y a. Maintenant, si c'est pourri là-bas, il faut que ça soit pourri ici. Si c'est pourri en Tunisie, il faut que ça soit pourri en Algérie. Non. On doit prendre ce qui est positif dans un rapport et corriger nos points faibles, nos points noirs. Mais qui va le faire et c'est est-ce que les gens les sebou, est-ce que les gens qui insultent peuvent construire quelque chose? Merci beaucoup d'être venu, Smaïl Almas, économiste. Merci au stade Abdrani Badi, merci Mohamed Ouanoural. On vous a fait rater le match, on s'excuse. Ils sont à combien là? Je peux vous donner le score. L'Algérie a gagné 3-0. Adem Ounas à la 8e minute. Un but contre son camp de Jonathan Messa à la 74e et Slimani à la 79e. Merci pour le défenseur gagné. Donc voilà. Donc 3-0. La CAN commence le 9 janvier et le premier match de l'Algérie sera le 11 janvier contre la Sierra Leone. Bon courage à nos jeunes. Comme à la fin de chaque CPP, une pensée pour tous les détenus d'opinion, sans exception, et en particulier les journalistes algériens en prison, Hassan Bouras, Mohamed Moulouj et Melzouk Touati. Une pensée également pour les 2 journalistes marocains en détention et que nous soutenons à Radio M, Omar Radi et Slimane Raissouni. Merci à vous de votre fidélité et à mercredi prochain. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudou Khadimir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudou Khadimir, nous avons besoin de votre soutien.